Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 16e épisode des infos de la semaine. Une semaine riche en actualité d'ailleurs. Avant de commencer à vous l'expliquer, pensez à vous abonner et à, voilà, juste à me soutenir, ça me fera super plaisir. On commence d'abord avec les listes qui sont sorties cette semaine pour le Six Nations, donc le liste des nations du Six Nations. On a le Pays de Galles qui est sorti, l'Irlande, l'Écosse, l'Italie qui sont sortis et bien évidemment la France. Si vous voulez écouter spécifiquement quel joueur quel choix a été fait pour l'équipe de France, je l'ai énuméré dans une vidéo et un podcast, donc c'est juste l'entité d'avant que vous avez ou que vous soyez, que ce soit sur Spotify, YouTube, etc. C'est juste la vidéo d'avant. Et si vous voulez écouter le Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse, l'Italie, je sortirai une vidéo la semaine prochaine ou la semaine suivante où je détaillerai les groupes, je ferai une grosse preview du Six Nations et vous pourrez la découvrir à ce moment-là. Si jamais vous êtes trop impatient, vous pouvez aller regarder les listes, elles sont sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Donc voilà pour les listes. Ensuite, justement, par rapport à une liste, c'est l'absence pour raison personnelle de Thibaut Flamand qui m'intéresse parce qu'on va en parler aujourd'hui. Il ne sera pas là pour le match contre l'Irlande, le match d'ouverture du tournoi destination pour voilà, 2026. Donc le deuxième du 15 de France a expliqué la raison précise de son absence dans un entretien auprès du journal L'Équipe. Et en fait, elle concerne la santé de son épouse atteinte d'endométriose. Alors pour ceux qui se disent « Ouais, mais pourquoi on parle? C'est ses raisons personnelles, il n'a pas justifié. » C'est lui qui a choisi d'aller en parler devant l'équipe, c'est lui qui a fait le choix d'en parler, donc c'est pas nous les journalistes qui forçons la main et qui violons la vie privée de Thibaut Flamand, c'est lui qui en a parlé parce que sa femme est atteinte d'endométriose, c'est quelque chose qui est très très courant en France aujourd'hui, mais dont on n'entend pas trop parler. Je sais pas si vous savez que Thomas Ramos est parrain de l'association Endométriose France par exemple, et en fait comme la maladie est très contraignante pour sa femme, elle est sujette à des problèmes pour accoucher d'un enfant, pour avoir un enfant. Et en fait, elle est forcée de recourir à la PMA, c'est ce qu'il dit dans l'interview, pour tomber enceinte. Et la procédure a lieu durant la semaine de l'Irlande. Et il dit très bien, je vous donne un exemple de citation, il y en a d'autres sur les réseaux sociaux. Il y a même Lélia, l'entretien avec l'équipe qui est génial sur ce sujet. Il dit « Nous sommes mariés cet été avec cette volonté de fonder une famille. Nous avons commencé à faire des bilans médicaux, rencontrer des spécialistes. Très vite, on s'est aperçu que ça allait pas forcément être simple d'avoir un enfant. Et renoncer au match est une réflexion à deux parce que le sujet est très important à nos yeux. » Donc c'est ce qu'a déclaré le deuxième ligne auprès du quotidien. Donc allez lire l'interview auprès de l'équipe parce qu'elle est super intéressante sur le sujet. Ensuite, toujours à propos du 15 de France, Romain Tama qui va manquer les 2 premiers matchs du tournoi destination, au moins selon les informations de Rugbyrama, parce que l'ouvreur toulousain souffrirait d'une blessure à un rein contractée lors de la réception à La Rochelle fin décembre. Alors il devrait être éloigné des terrains au moins jusqu'au 15 janvier, jusqu'au 15, février, soit 6 semaines depuis la blessure. Et sa blessure, c'est voilà, une blessure à un rein après un plaquage, je crois qu'il avait subi face à La Rochelle, et ça avait créé des saignements, une blessure très chiante, très contraignante, donc il faut laisser le rein se réparer tout seul de ce que j'ai compris, et donc ça va prendre du temps. Ensuite, après de longues négociations, la FFR et la LNR se sont mis d'accord sur une nouvelle convention pour l'équipe de France. Ils vont l'adopter le 4 février prochain officiellement, donc c'est une nouvelle convention qui durera jusqu'en 2031. On revient sur les principales mesures pour assurer un 15 de France compétitif et un top 14 performant sur le long terme. C'est ce qu'on peut lire un peu à demi-mot. Alors d'abord, le premier sujet, c'est la santé des joueurs qui est au cœur de la convention. Il y a un comité de santé qui va être mis en place et qui sera composé d'experts désignés par la FFR et la LNR. Et c'est quoi le but de ce comité de santé? En fait, c'est de mener des travaux sur la quantité de travail demandé aux joueurs et aussi sur la prévention des blessures. Donc d'abord, ils vont faire ces travaux-là, puis dans un second temps, ils vont venir avec des recommandations pour les joueurs afin d'assurer leur bien-être physique et mental, donc c'est plutôt une bonne chose, mais il va falloir quand même du temps avant qu'on ait ces recommandations parce que vous savez très bien que les études entre guillemets scientifiques, ça prend du temps et ça se fait pas à la mort moelleux. Ensuite, le rugby amateur. Le rugby amateur français sera renforcé par un investissement conséquent. Alors l'équipe avance le chiffre d'une 50aine de millions d'euros sur le cycle 2027-2031 au lieu de la trentaine actuellement qui est consacrée au rugby amateur français. Donc c'est une hausse d'un investissement qui, je pense, sera bienvenue par le rugby amateur français. Ensuite, les Bleus resteront à 42 joueurs pour les rassemblements. Par contre, il y a un par contre, les partenaires d'entraînement qui ne figureront pas dans les 28 sélectionnés pour les matchs. Donc c'est-à-dire il y a 23 joueurs qui sont sur la feuille de match et 5 joueurs supplémentaires qui sont là s'il y a un joueur qui se blesse à l'échauffement avant le match. Ces joueurs les partenaires d'entraînement qui ne figurent pas dans les 28, ils seront limités à 2 convocations sur les périodes automnales et 3
pour le 6 Nations. Donc les clubs top 14 qui fourniront aussi 8 joueurs ou plus sur les 28, donc on peut penser peut-être à l'UBB ou au Stade Toulousain, ne pourront pas être mobilisés pour fournir plus de partenaires d'entraînement sur la période. Donc ce sera les grands changements qu'il y aura sur ces rassemblements-là. Donc je pense que ça va favoriser un brassage de joueurs. On va peut-être aller chercher des joueurs où on pensait pas réellement aller les chercher, tu vois, plus de joueurs. Moi, je pense à Castres directement, potentiellement, peut-être à Perpignan aussi, peut-être à Lyon, tous les clubs qui sont pas ultra fournisseurs. Mais voilà, on va avoir en tout cas plus de partenaires d'entraînement sur la période 2027-2031 parce que ce sera à part sur cette période-là. Voilà. Ensuite, pour les tournées d'été, ça c'est un sujet extrêmement contraignant, et bien les finalistes du top 14 seront sélectionnables pour les tournées d'été. Il n'y aura pas de quota, pas de restrictions, rien. Par contre, encore une fois, il y a un par contre, le sélectionneur du 15 de France devra prendre en compte l'état physique et mental du joueur en bonne intelligence en discutant avec les managers des clubs finalistes du top 14. Donc il peut prendre qui il veut à condition qu'il soit physiquement et mentalement prêt à aller en tournée l'été juste après la finale du top 14 qui devrait rester jusqu'en 2031 sur le dernier week-end de juin. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, évidemment, pour la tournée d'été en Nouvelle-Zélande pour le Nation Championship, si Fabien Galtier sélectionne des finalistes, ils ne pourront bien évidemment pas jouer la semaine suivante face aux All Blacks parce que le délai sera trop court. Et enfin, dernier sujet, le match d'accession national Pro D2 sera supprimé. Il opposait le 15e de Pro D2 au malheureux finaliste de la nationale, mais il sera supprimé à partir de la saison 2027-2028 avec un retour à la double montée-descente entre les deux championnats. Et là aussi, ça va favoriser le brassage et le renouvellement de clubs entre la nationale qui va être renforcé par la Fédération française de rugby et la Pro D2. Ensuite, World Rugby a officialisé les 8 stades qui accueilleront les matchs de la Coupe du Monde 2027 en Australie en octobre et novembre. Alors il y aura Adelaide Oval, donc c'est un stade de 53 000 places. Il y aura le Brisbane Stadium à Brisbane. Il y aura un stade à Melbourne, le Dockland Stadium, vous avez la carte devant vous. Le Newcastle Stadium à Newcastle qui est juste au-dessus de Sydney. Vous avez Perth Stadium à l'opposé de l'Australie, donc du côté de Perth. Il y aura 2 stadiums à Sydney avec le Stadium Austral à Sydney, 82 000 places qui sera le plus grand stade, et le Sydney Football Stadium qui est un stade de 42 000 places. Et enfin, on aura le North Queensland Stadium à Townsville qui est bien au-dessus de Brisbane. Et la grosse surprise de ça, c'est qu'il n'y aura pas le Melbourne Cricket Ground parce que je pense qu'il y a la saison d'AFL qui est le football australien qui est ultra emblématique là-bas qui prend les créneaux. En tout cas, c'est dommage parce que le MCG, le Melbourne Cricket Ground, c'est 100 000 places. C'est peut-être, je crois, le plus grand stade d'Australie, en tout cas top 2. Et c'est ce qui fait un petit peu, ce qui déçoit un petit peu en Australie depuis quelques heures, jours, parce que je crois que c'est sorti hier. Et donc voilà. Ensuite, les tableaux officiels de Champions Cup et Challenge Cup sont sortis, et il y a aussi les horaires qui sont sortis. On commence avec ceux de la Champions Cup. Northampton Saints contre Castres Olympique, ce sera le vendredi soir à 21 h. Le samedi, on n'aura pas de match à 14 h. Par contre, il y aura 2 doubles matchs à 16 h et 18 h 30. Il y aura Bath Saracens et Toulon Stormers à 16 h. Il y aura Glasgow Bulls et Stade Toulousain Bristol à 18 h 30 ensemble. Le soir, on aura Harlequins Sale Sharks à 21 h. Et le dimanche, on aura 2 matchs pas sur le même créneau. Il y aura UBB Leicester Tigers à 16 h et Leinster Rugby Édimbourg à 18 h 30. Et pour ce qui est de la Challenge Cup, on aura un match le vendredi soir entre le Connacht et les Sharks, donc les Sud-Africains, à 21 h. Le samedi 4 avril, donc le lendemain, on aura Exeter Munster à 13 h 30, tout comme Montpellier USAP à 13 h 30 aussi. À 18 h 30, on aura Benetton Cardiff, et à 21 h, Ulster Ospreys, en même temps que Newcastle Red Bulls contre le Stade Rochelais qui sera à 21 h. Et enfin, le dimanche, on aura 2 matchs, un à 13 h 30, Stade Français Dragons, et à 18 h 30, Zèbre contre la section paloise. Voilà. Et puis tant qu'on est sur la Champions Cup, le PCR a annoncé les 10 joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de la compétition 2025-2026, donc qui font la nomination juste après les phases de poule. C'est la moitié de la compétition, c'est très logique. On a donc Alfie Barbery de Bath, Louis Bielbiaré de l'UBB, Jack Dempsey des Glasgow Warriors, Kaylan Doris du Leinster Rugby, Sacha Feinberg Gomezulu des Stormers, George Hendy des Northampton Saints, Mathieu Jalibert de l'UBB, Thomas Ramos du Stade Toulousain, Finn Russell de Bath et Tom Willis des Saracens. Je ne vais pas vous demander qui vous voyez gagner le titre parce que c'est la moitié de la compétition et que ça ne sert à rien de faire les pronostics maintenant. Mais voilà, c'est la logique de l'EPCR.
On passe à un peu de rugby féminin avec le Six Nations féminin qui a, la FFR qui a officialisé les stades dans lesquels jouerait le 15 de France féminin en avril et en mai. Alors c'était déjà annoncé qu'il jouera à Bordeaux pour le dernier match face à l'Angleterre. Et donc le 15 de France féminin jouera le reste de ses matchs de Six Nations à Grenoble et Clermont-Ferrand face à l'Italie et l'Irlande. Ensuite, une nouvelle étape marquante dans le développement du rugby féminin. Il y en a deux dans cette vidéo. D'abord, le Six Nations a officialisé le lancement des Six Nations Series féminin U21 en 2026. Ça se tiendra en avril et en mai en miroir du Six Nations féminin. Et alors pour cette première édition, les équipes joueront 2 matchs à domicile et 1 à l'extérieur ou inversement. Et donc pour la première journée de cette compétition, elle se tiendra sur le week-end du 18 et 19 avril et se déroulera à Édimbourg, Galway et Cardiff. Alors les joueurs sélectionnés, ce sera principalement des moins de 21 ans, mais il y a quelques éléments du groupe qui pourront aller jusqu'à 23 ans, ce qui permet à un plus grand nombre de joueuses de découvrir le potentiel de leur pays et d'accéder à l'équipe nationale A, explique le Six Nations dans le communiqué. Et pour la petite info, j'ai vu un post de l'Angleterre sur le sujet. Il y aura un Angleterre-France, bien évidemment, entre les U21 françaises et anglaises. Ça promet. Je n'ai pas vu la date, mais je vous mettrai peut-être un visuel qui vous l'expliquera. Ensuite, un autre événement dans le développement du rugby féminin outre-Manche, la première tournée de l'histoire des Lions britanniques et irlandaises aura lieu en 2027 en Nouvelle-Zélande, ont annoncé la fédération néo-zélandaise de rugby et les Lions. Alors ça se tiendra du 4 au 25 septembre prochain avec 5 matchs au programme. Il y aura 3 matchs face aux Black Ferns à Auckland, Wellington et Christchurch. Il y aura un match face aux Black Ferns 15 qui sont en gros l'équipe B. Ça, ce sera à Whangarei au nord d'Auckland. Et ensuite, il y aura un 5e match face à l'Invitational 15. Donc, c'est une équipe sur invitation, un peu comme les Barbarians. Mais peut-être que ce sera un All-Star. Voilà, peut-être que vous connaissez mieux le terme. Et là, ce sera à Hamilton, au sud d'Auckland, là où il y a les Chiefs de Damian McKenzie. En tout, ce seront 124 000 places qui seront en vente pour la tournée qui aura lieu le mois précédent, la Coupe du Monde masculine en Australie. Ce sera en septembre. Et la Coupe du Monde commencera début octobre. Donc l'année 2027 va être sacrément rock'n'roll avec cette rentrée scolaire qui sera assez folle. Ensuite, on passe au niveau des recrues. Une nouvelle recrue pour l'ASM. Le club auvergnat a officialisé la signature du 2e ligne international Darcy Swain, 28 ans, pour un contrat de 3 saisons. L'ASM qui a officiellement prolongé d'ailleurs son ailier Aliveré Tiraka pour 2 années supplémentaires. Ensuite, au Stade français, il était espéré, il ne viendra pas. Marc Nawangani Tawase a signé au Japon pour son retour au rugby à 15 après son épopée à 13. Selon le Sydney Morning Herald, il a rejoint un club de première division dont on ignore l'identité, mais en tout cas, il touchera plus d'un demi-million d'euros par saison. Un petit prêt ensuite pour le Stade Rochelais qui a prêté Christian Luaki, son pilier, à Soyou Angoulême en Pro D2 jusqu'à la fin de la saison. Il va aller bien évidemment chercher de l'expérience et du temps de jeu, chose qu'il ne pouvait pas acquérir à La Rochelle sur cette saison-là. À Toulon, le RCT a officialisé le départ du 2e ligne espoir Thomas Adelaide. Le club toulonnais l'a d'ailleurs un peu mauvaise puisqu'il conclut son communiqué de presse par le club qui engagera Thomas Adelaide s'acquittera d'indemnités de formation, lesquelles permettront au RCT de renforcer son effectif avec un joueur pleinement engagé et désireux de porter le maillot rouge et noir avec fierté. Et selon le Midi Olympique, le joueur rejoindra le Stade Rochelais. À Vannes, Filippo Nacosi a quitté le club avec effet immédiat. Aucune idée de sa destination. Ensuite, à la section paloise, le jeune anglais Joël Poku a été libéré et il a fait un choix surprenant dans la foulée en allant s'engager à Nice en national jusqu'à la fin de la saison. Peut-être que ça durera. Et Kapoku est également rejoint par un désormais ancien Biarro, la personne de Tyler Morgan, qui a été libéré en pleine saison par le BO. On revient à Pau avec la prolongation de Geoffrey Lannepetit jusqu'en 2028 avec une année en option. C'est le coach qui gère l'attaque de la section paloise. En Angleterre, Jamie George a annoncé qu'il allait prendre sa retraite sportive à l'issue de la saison 2026-2027, potentiellement après la Coupe du Monde 2027 en Australie. Et une autre retraite en Angleterre aussi pour la première arbitre internationale. Sarah Cox raccrochera les crampons à la fin de la saison. Lors de la Coupe du Monde 2025, elle avait notamment atteint les 50 test matchs, enfin les matchs internationaux arbitrés. Ensuite, selon Sud-Ouest, ça devrait être officialisé aujourd'hui, vendredi, mais je sors la vidéo peut-être un peu avant. René Bouscatel va prendre la présidence du club de Dax après le départ de l'ancien président suite à de mauvais résultats sportifs et financiers et une grogne des joueurs qui s'en étaient suivis. Donc suivez ça peut-être du côté de Dax, un petit communiqué de presse va peut-être sortir. En Australie, la star des Sydney Roosters, Angus Crichton, va changer de code, comme ils disent là-bas. Nous, on parle de rugby à 13 au rugby à 15. Eux, ils disent on change de code et passer du rugby à 13 du coup au rugby à 15. Très logique ce que je dis. Le joueur de 29 ans a signé pour une pige d'1 an avec les Waratahs en 2027. C'est pas une pige d'1 an, pardon, c'est 2 ans, afin de tenter sa chance pour devenir international avec les Wallabies.
et disputer la Coupe du Monde 2027 en Australie, tout comme le fait Mark Nawangani-Tawase, sauf que lui va jouer au Japon. Alors l'international australien A13 disputera tout de même la saison 2026 de NRL avec les Roosters, avant de passer avec les Waratahs pour la saison 2027 et 2028 du Super Rugby Pacifique. Et puis la seule info blessure de la vidéo avec celle de Ntamak, c'est Gaëtan Barlow qui s'est fait opérer une blessure au rachis et qui sera absent 3 mois, annonce ici Gironde. Et c'est un peu le bazar à l'UBB avec les talonneurs, puisque Lamotte ira avec le 15 de France la semaine prochaine et qu'il ne restera plus que Connor ça derrière. Donc l'UBB va aller peut-être taper dans les espoirs pour aller chercher un talonneur pour combler derrière Connor ça. En tout cas, ils se sont mis à la recherche d'un joker médical dans l'immédiat. Allez, plus que quelques dernières infos, la FFR a annoncé avoir saisi la commission d'appel fédérale pour 5 décisions disciplinaires de la commission de discipline de la LNR. Il y a notamment la suspension de 5 semaines de Yannick Tarit pour son coup de boule face au Stade Rocher. Il y a la suspension de 2 semaines de Ronan O'Gara reçu après Pau La Rochelle où il avait pris un carton rouge. Vous comprenez que si la FFR fait appel, c'est pas qu'ils veulent réduire les sanctions, mais c'est plutôt qu'ils veulent les augmenter parce qu'ils trouvent que la sanction n'est pas suffisante. Et ensuite, il y a 3 avertissements pour contestation des décisions des officiels de match. Ça concerne Clément Meillac, qui je crois est un kiné de Soyaux-Angoulême dans un match où Soyaux-Angoulême avait joué contre Mont-de-Marsan. Il y a Vincent Etcheto après un Biarritz-Dax. Et il y a Philippe Saint-André après un Aurillac Provence Rugby. Dans le communiqué de presse, justement, la FFR rappelle que les appels formulés par la FFR reposent notamment sur les considérations liées à la lutte contre les violences et les incivilités. La FFR est également particulièrement attentive aux actes visant les officiels de match, et ça veut tout dire. Ensuite, il était accusé de harcèlement moral. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7 féminine, David Courtex, a été innocenté dans cette affaire. Donc j'ai oublié de le préciser, il était accusé de harcèlement moral par une ancienne joueuse. C'est le syndicat des entraîneurs d'ailleurs et éducateur Tech 15 qui a annoncé l'innocentement cette semaine. Voilà pour la petite affaire judiciaire de la vidéo. Au Pays de Galles, la franchise des Ospreys pourrait disparaître alors qu'elle est la franchise galloise la plus titrée de l'histoire. Alors là, accrochez-vous parce que c'est des explications, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, mais je vais essayer. La fédération galloise a annoncé hier qu'elle entrait en négociation exclusive pendant une certaine durée avec Y11, ou plutôt Y11 en anglais. Alors qui est Y11? C'est une corporation qui est propriétaire des Ospreys. Et cette corporation souhaiterait prendre l'ownership, en gros, elle souhaiterait être propriétaire de Cardiff, donc une des autres franchises du Pays de Galles, sauf que ça voudrait dire que 2 franchises différentes seraient possédées par la même entité. Et c'est pas dit officiellement, mais il y a toujours ce projet de la fédération galloise de passer de 4 à 3 franchises avant la fin de la décennie. Et ce petit move, ça pourrait bien dire que les Ospreys et Cardiff pourraient fusionner, ou que les Ospreys pourraient être aspirés par Cardiff. Et peut-être que vous ne connaissez pas la géographie du Pays de Galles, mais Swansea et Cardiff, c'est assez éloigné par rapport à la proximité que les deux villes ont, avec Llanelli qui est très proche de Swansea et Newport qui est très proche de Cardiff. Et donc ça voudrait dire que si les franchises fusionnent, la ville de Swansea n'aurait plus de rugby parce que, bien évidemment, logiquement, ils iraient vers le plus gros bassin de population, ce serait Cardiff, et que Swansea n'aurait plus de rugby, à part Llanelli qui est à 20 ou 30 km à l'ouest de Swansea. Donc voilà, ça c'est un peu l'actualité galloise dans sa splendeur depuis quelques mois, mais voilà. Et ensuite, dernière info, alors qu'ils s'affronteront 4 fois l'été prochain dans le cadre de la tournée Rugby Greatest Rivalry, merci pour l'accent, les Springboks et les All Blacks joueront la dernière des autres rencontres. Est-ce que vous avez deviné où? Aux États-Unis, bien évidemment, dans la ville de Baltimore, qui se trouve au nord de Washington, la capitale du pays. Le match se tiendra le 12 septembre 2026, ce sera le dernier des 4, dans le M&T Bank Stadium, à la capacité de 71 000 spectateurs, un stade qui accueille habituellement la franchise des Baltimore Ravens, qui évolue en NFL, le championnat de football américain aux États-Unis. Voilà pour la dernière info. Dites-moi en commentaire si vous voulez des explications, parce que j'ai donné beaucoup de longues infos, informelles, etc. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me le dites en commentaire immédiatement, j'y réponds évidemment. Et pour le reste, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker, à noter le podcast si vous l'écoutez en podcast, si c'est faisable. Et en tout cas, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur soit le 6 Nations, soit je sors la semaine prochaine et la semaine suivante, et ce sera une autre vidéo sur les infos. Merci.